Salut à tous, vous êtes sur RGB 99.2 FM pour la dernière émission de 2020. C'est Farid. J'espère que vous allez bien, que le réveillon de Noël s'est passé au mieux. Petit message, grand merci au personnel hospitalier pour tout ce que vous faites actuellement. C'est très important. Aujourd'hui, format dédié aux belles histoires. Et oui, autant bien finir cette année 2020. Et pour cela, je serai accompagné de 3 voire 4 joueurs qui vont revenir sur leur parcours, sur leur club actuel, les ambitions 2021. On finira par un petit tour d'Europe du côté de la Ligue 1, la Ligue des Clans, de la Première Ligue, du Calcio, de la Liga et de la Bundesliga. Voilà, chers auditeurs, auditrices, vous connaissez le programme. J'espère qu'il va vous plaire. Nous sommes ensemble pour un peu moins d'une heure. Et pour commencer, je vais donner la parole alors attendez, hop, hop, voilà, à William. Je crois que c'est Ah, le plus jeune Wilfried, Wilfried, d'entre nous. Wilfried. Comment vas-tu, non, pas William, pardon, Wilfried, pardon. Comment vas-tu, Wilfried? Bah écoute, ça va, hein, ça va. On est en petites vacances en famille pour pouvoir récupérer un peu du début de saison qui a été un peu tronqué par le Covid, mais ça va. Bon, très bien. Ben oui, parce que c'est vrai, Wilfried, t'as quel âge? Moi j'ai 19 ans, j'ai eu 19 ans il y a Ah deux oui, mois. oui, donc c'était vraiment très très jeune, déjà par rapport à moi, et peut-être que même par rapport ouais, à Mickaël et Grégory. Mickaël, comment vas-tu? Très bien, pareil, comme pareil, hein, pareil que Wilfried, petites vacances en famille, histoire de souffler un peu et récupérer par ce début de saison un peu gâché par le Covid-19, mais sinon tout va bien. D'accord. Et Grégory, comment vas-tu, Grégory? Ça va très bien et je suis en famille aussi, comme Wilfried et Michael. Après ce début de saison, on va dire tronqué par le Covid et donc voilà, on se repose tranquillement pour enchaîner une année 2021 qui je pense va être très chargée si on se reconfine pas. Exactement, exactement. Les calendriers vont être surchargés, étant donné le nombre de matchs qui ont été stoppés par cette pandémie. Alors, je rappelle rapidement quand même à nos auditeurs auditrices, il y a Wilfried Miziak, Grégory Naka et Michael Ngango. Ben donc, je vais te redonner la parole, Wilfried. Actuellement, dans quel club tu es? Moi là actuellement je joue au FC Metz avec l'équipe réserve, donc on évolue en N2. Donc voilà, ça, on a eu un bon début de saison. On n'espérait pas aussi bon parce qu'on montait de N3. Donc c'est vrai que d'abord l'objectif c'était de se maintenir, mais on a vu qu'on pouvait rivaliser très vite avec des équipes de haut de tableau. On s'y est pris au jeu. Bon après voilà, on a été stoppé par le Covid, mais bon on espère bien reprendre le championnat assez vite et pour montrer de quoi on est capable quoi. Donc voilà, un bon début de saison, on est content, mais c'est pas fini. Voilà, on verra ce que la Ligue va nous proposer comme fin de saison, mais voilà, on attend avec impatience le retour du championnat quand même. Comment tu l'expliques? Bon, c'est sûr que c'est toujours plus facile, comme tu viens de le dire, vous surfez sur une montée de National 3 à National 2, et c'est plus facile de travailler dans des bonnes conditions. Mais comment tu l'expliques? Parce que voilà, vous avez changé de division. Est-ce que rapidement vous avez eu une série de victoires ou l'effectif n'a pas beaucoup bougé en fait? Ah, l'effectif, il a changé parce que c'est vrai que les plus vieux, bah, ils sont partis. Entre guillemets, ceux qui nous encadraient l'année dernière sont partis. Donc, on a dû un peu se débrouiller un peu entre nous, quoi, les plus jeunes. Mais ça, on a réussi à tous aller vers de l'avant, à tous être dans le même objectif. Donc, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a fait un bon début de saison, surtout qu'on gagne le premier match où personne ne nous attendait contre Beauvais. Donc, je pense que c'est ça qui nous a lancé. En fait, on s'est rendu compte qu'on était capable de faire de belles choses. Donc, voilà, après, on n'a pas tout gagné, on n'a pas, mais je pense qu'on fait partie d'une des meilleures équipes du championnat. Donc, puis on se connaît bien, je pense qu'on s'entend tous bien et ça aide aussi. On a tous envie de se battre pour le coéquipier, même pour le coach. Donc, je pense que ça aide aussi pour être performant et faire des résultats, quoi.
Mais Wilfried, moi si je me trompe, mais quand on est une réserve d'une équipe, bon là, l'équipe 1 est en Ligue 1, comment ça se passe? Il y a forcément des descentes. Ouais, mais les joueurs qui descendent, ils sont plutôt cool avec nous. C'est beaucoup des jeunes pros qui descendent. Donc c'est vrai que bah, on s'entend assez bien avec eux. Et puis ils adhèrent au projet. Donc c'est vrai que on sent pas réellement comment dire, on dirait pas que c'est des descentes de pros. C'est vrai que on est un groupe homogène, même avec les descentes de pros. Et je pense que dans certains clubs pros, c'est pas le cas. Et c'est ça qui fait aujourd'hui notre force, quoi, je pense. Donc voilà, on va tous vers même les pros qui descendent ont tous le même objectif, Bon, c'est un bon qu'on. état d'esprit et puis Ouais, c'est ça. C'est vous ça, c'est avez ça. tous le même objectif. Bon, ben, tant mieux, hein, tant mieux. Mm. On verra ce que ça va donner en 2021. Ouais. Grégory, ben, je te Oui. donne la parole. Dis-nous ce qui se passe pour toi en cette année 2020. Bon, déjà, moi, je suis le vétéran du groupe, je pense. Je suis le plus vieux. J'ai Après 36 moi, hein. ans. Ouais, après toi, Farid, mais attends, je parlais plus des joueurs. Non, mon club actuel, le FC Saint-Brice, en région parisienne, en R1. Un début de championnat un peu difficile au niveau championnat, mais un gros début de championnat en Coupe de France, on va dire un gros parcours en Coupe de France plutôt, où on a sorti une équipe de N2 et une équipe de N3. Pour une équipe de R1, c'est toujours des exploits. Donc on est encore Ouais. en lice et on espère que ça va reprendre quoi la Coupe de France parce que je sais que beaucoup y tiennent beaucoup donc voilà. Donc le début du championnat, je l'ai dit un peu chaotique parce qu'on on est un club ambitieux. Le FC Saint-Brice est un club ambitieux. Il veut monter en N3. Il a mis les moyens pour monter et on a fait 3 défaites d'affilée, un match nul. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, avec l'équipe qu'on a et l'effectif qu'on a, je pense qu'on va rebondir rapidement. Mais comment tu l'expliques alors ce double visage, Grégory, entre bon le championnat de R1, rien n'est joué, hein, il y a eu très peu de journées et c'est un championnat très difficile. Je le sais parce Ouais. que je le couvre depuis de quelques années. Mais donc un début de championnat moyen. Mm. Puis, comme tu dis, un parcours en Coupe de France fantastique. Et j'espère que vous allez continuer, hein, parce que il faut la jouer à fond. Mais donc, comment tu l'expliques ce double visage? Ouais, bah, moi je pense que déjà d'une, c'est plus facile d'être motivé quand tu joues contre des équipes du dessus. Je pense que chaque footballeur il pense comme ça, mais bon après on va dire qu'au niveau du championnat, on a eu des faits de jeu qui n'étaient pas forcément avec nous quoi, donc ça nous a porté préjudice. On a eu des expulsés, on a eu plein de choses, donc voilà. Mais je pense que la Coupe de France, on était surmotivé de jouer une N3 et une N2. Donc après, je pense que c'est plus par rapport à ça, en fait, la motivation. Après, le championnat de R1, comme tu as dit, est très compliqué sur Paris. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent monter en N3. Il y a beaucoup d'équipes qui descendent de N3 et qui veulent remonter en N3. Donc, c'est un peu compliqué sur Paris. Alors, bon, comme nous sommes en direct, hein, il y a Albert qui vient de nous rejoindre. Bonjour Albert, comment vas-tu? Bonjour messieurs, ça va? Et vous? Salut alors. Salut. Très très bien, merci de nous rejoindre. Je te donne la parole dans quelques secondes, Albert. Je finis juste avec Grégory pour il nous parlait de son club actuel, le Saint-Brice, qui a commencé, on va dire mollement, mais qui connaît un parcours de Coupe de France fantastique. Et donc Grégory, pour Saint-Brice, et je connais très bien le duo de coach, Jérémy et Asdine. Ouais. Est-ce que, est-ce que en fin de saison, avant que bon, les championnats ont été stoppés, certes, mais est-ce que il y a eu un discours de fin d'année et ils ont essayé de vous faire comprendre que peut-être que le championnat était la priorité à la Coupe de France? Non, 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 il y a pas eu de discours sur ça. C'est l'année dernière, on avait fait une saison qui était très bonne. Moi, je suis arrivé en janvier, on était deuxième et on a fini troisième le championnat avec l'arrêt des championnats.
Exactement. Mais non, non, championnat, Coupe de France, je pense que c'est important, les deux. Après, on sait que le championnat, c'est très important pour le club parce qu'ils veulent monter en N3, mais la Coupe de France, elle reste quand même très importante aussi pour le club. Et alors, en Coupe de France, Grégory, connu comme belle époque en Coupe de France, au Moi, oui, parcours. j'en ai connu plusieurs, oui. J'ai été en 16e de finale contre Bordeaux avec Sanon en national. J'ai été en 32e de finale avec Senlis contre Nantes. Et j'en avais fait un avec Drancy, je crois que c'était contre Boulogne-sur-Mer, qui est en Ligue 2 ou qui est en National, je ne sais plus. C'était aussi un D'accord. 32e. Ouais, j'ai des belles épopées en Coupe de France. Mais est-ce que avec ton parcours, et on y reviendra tout à l'heure en plus en détail encore, mais est-ce que lorsqu'il y a un match de Coupe de France, est-ce que alors, je dis pas que tu te sens obligé, mais est-ce que tu prends la parole pour leur dire attention, c'est des matchs vraiment spéciaux ou pas forcément? Si, j'essaye d'apporter mon expérience. Après, moi, j'ai 36 ans, j'essaie de passer un peu le témoin aux jeunes. On va pas se mentir, je suis sur la fin, mais bon. Euh, Ces matchs-là, ça joue toujours sur des détails parce que on sait très bien que les pros ils sont mieux préparés que nous. On sait très bien que ils ont l'habitude de ces matchs-là et souvent ils nous laissent le ballon, ils nous laissent nous fatiguer et ils viennent nous tuer juste après. Donc oui, quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc on essaie de faire partager l'expérience à chacun, quoi. D'accord, très bien. Michael, maintenant c'est à toi. Est-ce que tu peux nous dire où tu es actuellement et comment ça se passe? Ok, pas de souci. Bah, ok, moi, actuellement, je suis à Saint-Saint-Gratien, donc en N2. Donc voilà, je suis revenu au club cette saison. Après, en termes de début de saison, on a eu un début de saison un peu compliqué, très poussif, où je pense qu'au vu des attentes des dirigeants et du recrutement qui a été fait, on n'a pas su répondre aux attentes. Maintenant, on essaie de relever la tête petit à petit et je pense qu'on est de mieux en mieux. Enfin, l'arrêt du championnat était de mieux en mieux. Et je pense qu'on est sur une bonne dynamique et qu'on va bien reprendre. Oui, donc pareil, je suis hein, forcément vos championnats respectifs et vos équipes respectives. Euh, Est-ce que tu sens que le coach Cagnard euh, n'a pas trouvé les bonnes solutions ou finalement les résultats sont dus uniquement aux joueurs qui sont les principaux animateurs sur le terrain? Bon, je pense que c'est un peu tout, hein. Il y a pas de, on peut pas tirer sur les joueurs ou sur le staff uniquement. Je pense que c'est un peu tout. Il y a eu des faits de jeu. On a eu énormément de blessés déjà. On a eu énormément de blessés puisque c'est la première fois là pendant le Covid qu'on a l'effectif au complet, ce qui n'était jamais arrivé depuis le D'accord. début de la saison. Donc déjà, ça joue pour beaucoup. Ensuite, on a eu énormément de faits de jeu. Bah, là, il y a Wilfried qui est là, par exemple, contre Metz, où on fait un gros début de match, on prend un carton rouge, un penalty au bout de 15 minutes qui sort un peu de nulle part. Donc voilà, on a eu pas mal de faits de jeu contre nous. Bon, On a je eu beaucoup de vois blessés. Wilfried bouger la tête, hein. Je ne sais pas si il a l'air pas totalement d'accord, hein. Bah, L'arbitre a toujours raison de toute façon. ouais, vu comme ça, c'est sûr, mais bon. Bien joué, Après, Michael. après, voilà, on a eu pas mal de faits de jeu, pas mal de blessés. Donc je pense qu'il y a eu un peu de tout. Après, comme je dis, il y a eu un recrutement très ambitieux avec énormément. On est 7 joueurs à venir du dessus. Donc, il y a eu beaucoup d'attentes. Après, je pense qu'on s'est aussi peut-être vu un peu trop beau sur le début de saison. Ça a pris du temps à prendre. Enfin, la mayonnaise a pris du temps. Donc, voilà. Maintenant, je pense qu'on a nos torts, le staff hein, aussi. Maintenant, on essaie de rectifier le tir tous ensemble, parce qu'on est un groupe. Et comme je disais tout à l'heure, ça va de mieux en mieux. Ouais, en tout cas, je fais totalement confiance à Didier Cagnard pour vous emmener le plus loin possible, le plus haut possible même en championnat de National 2 et qui sait peut-être titiller la première place. On verra cela en 2021. Maintenant, donc, je vais donner la parole à Albert Banning pour nos auditeurs auditrices. Et donc, tu es dans quel club cette année, Albert? Que tu nous entends, Albert? Je suis à Saint-Leu, FC Saint-Leu. D'accord. Oui, je vous entends. Super. Je vous entends. Je disais donc, je suis au FC Saint-Leu pour le moment. Donc, Comment ça se passe alors?
Il y a un petit décalage, un petit problème de connexion. Je sais pas si Allô, Albert vous nous entend. m'entendez? En tout cas, on te voit plus. Là, je viens de t'entendre. Ça y est, Albert, c'est bon. Comment ça se passe du côté du FC Saint-Leu? Ah, ça se passe bien malgré, bon, ça se passe bien. On a été éliminé par Sannois en Coupe de France. D'accord. Et voilà, on n'a que fait 2 matchs de championnat aujourd'hui, un match perdu et un match gagné. Donc, pour nous, pour le moment, on a un début, voilà, mitigé, on va dire. Bon, correct, on va dire correct. Une victoire, une défaite. Donc, en attendant que le championnat y reprenne. D'accord. Et pourquoi être venu du côté de Saint-Leu? J'ai juste pris la décision de revenir en région parisienne puisque ma famille est en région parisienne, mes femmes et enfants sont en région parisienne. Donc, voilà, j'ai fait ce choix. Voilà, bon, il y a euh, quelqu'un voilà, qui a voulu que j'y aille, qui voulait de moi. Donc, voilà, le coach qui voulait de moi. Donc, j'ai décidé d'y aller. Quand, voilà, quelqu'un veut vraiment de vous, voilà, ça Oui, vous ça vous donne donne un envie peu de plus, battre pour lui et pour le club, quoi. voilà, ça vous donne un peu plus envie voilà, de relever le challenge. D'accord. Et tu le connaissais depuis longtemps, le coach? Depuis longtemps, non, j'entendais parler puisqu'il a eu Aubervilliers quand j'étais un peu, je jouais un peu au-dessus, donc, ou quand j'étais à Sedan en N2, en CFA. Donc, voilà, on a dû faire des matchs contre Aubervilliers et c'est lui qui était le coach, si je me trompe pas. Ah bon, d'accord. Donc déjà à l'époque, tu lui avais, enfin bon, il t'avait repéré, et donc il avait gardé contact avec toi. Ben, je vais te laisser de nouveau la parole, Albert, pour cette deuxième partie de l'émission, pour la partie parcours. Est-ce que tu peux nous rappeler les grandes lignes de ton parcours pour nos auditeurs auditrices? Moi, bon, je vais pas dire, je suis formé au Cameroun. J'ai terminé ma formation en Chine à l'âge voilà, de 16 ans. Après 16-17 ans, je suis venu en Suisse au FC Haro. Après 6 mois passés au FC Haro, voilà, je signe pour le Paris Saint-Germain pour 4 saisons. Après, pendant ces 4 saisons, je fais de multiples prêts à Sedan, le FC, à Sedan, le Grenoble, et puis je passe au Racing Club Strasbourg en Ligue 2, et puis je fais le Maccabi Tel Aviv. Le Maccabi Tel Aviv, C'est un après, il y a une très long coupure parcours, parce que, Albert. je dis, je fais le Maccabi Tel Aviv parce qu'il y a une coupure après, parce que je me blesse, je me fais une pubalgie et puis ça me freine. Après, voilà, je trouve un club du côté de Sedan en CFA2. Et puis voilà, on fait la montée jusqu'à National. Et après ça, je me retrouve à Guignon. Guignon à N3. Donc, j'ai fait 2 saisons et demie à Guignon. Bon, on a fini la dernière saison, on a fini deuxième. Deuxième, bon, à cause du Covid, l'arrêt, on a préféré que c'est le premier. On a décidé que la fédération a décidé que c'est le premier qui montait. Donc, et là, maintenant, je me retrouve à Saint-Louis. Exactement. Et de tous les clubs que tu connais, et tu en as connu, et des très beaux, quelle a été ton expérience la plus performante, on va dire, sur le terrain? Où La tu t'es plus trouvé vraiment très fort à un moment donné de ta carrière. très fort, je vais dire ma première saison avec Sedan, puisque voilà, je fais pratiquement un grand nombre de matchs et un grand nombre de matchs, on finit en demi-finale de Coupe de France et
Et voilà, je me sentais, voilà, à ce moment-là, pousser des ailes, malgré que, voilà, c'est ce qui me vaut le prêt à Grenoble. Parce que le Paris Saint-Germain, le coach, il voulait pas de moi. Et bon, on a un peu eu une discussion, mais je sentais que, voilà, je pouvais faire ma place quelque part. C'est la raison pour laquelle je pars à Grenoble. Donc, la saison 2007-2008, elle a été pour moi une saison voilà, qui est Tout à fait, marquante. je suis d'accord avec toi, Albert. Et puis, j'aimerais aussi revenir, parler dans ton parcours de la Chine, où tu es parti à l'âge de 16 ans. Oui. Ça, comment on prend cette décision de partir si jeune, si loin? Ah, je pense que c'est la découverte, hein, c'est la découverte. On quitte sa terre natale qui est l'Afrique et on rêve, on a les rêves plein la tête. Et on se dit, bon, je me suis dit, tout chemin mène à Rome. Autant mieux commencer, continuer sa formation en Chine. Et voilà, et je pense qu'à la fin, j'ai eu raison et je me suis retrouvé en Europe. D'accord, très bien, très bien. Je présume que Wilfried aussi a plein de rêves dans la tête. Peux-tu donc nous parler aussi de ton parcours, Wilfried? Bah, moi, il va être un peu moins long hein, parce que bon, bah, déjà, j'ai fait moins de clubs déjà. Mais j'ai commencé moi, je viens du 77, donc c'est vrai que c'est un peu la campagne, on va dire la campagne parisienne. Donc, j'ai commencé dans mon petit club de village, un peu. Voilà, on rêvait tous un peu de devenir professionnel, Quel club, mais Wilfried? je viens du CA Montois, c'est un club qui a fermé aujourd'hui. Donc, D'accord, il y a plus de club, c'est fini, mais bon, j'y ai fait partie. Et donc, on avait un peu tous des rêves, donc voilà. Mais voilà, donc après, je suis parti en U13 parce que moi, j'ai décidé de passer des caps avec mes parents, surtout. En fait, c'était mes parents qui m'ont surtout un peu aidé, quoi. Donc, je suis parti au RCP Fontainebleau, qui était à l'époque, on avait eu 13 régionaux, 15 DH. Donc, c'était quand même des belles divisions. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas, j'ai fait mes 13 régionaux et 2 années de 15 DH là-bas. Après, c'est vrai que j'avais la volonté de changer le club pour passer à un nouveau cap, mais sans partir non plus très très loin de chez moi. Donc, c'est vrai que j'ai fait une année à l'US Moissy en U17 DSR. C'était une année assez compliquée. Enfin, on jouait pas réellement. Enfin, c'était un peu compliqué. Pour moi qui aime le beau jeu, on jouait pas réellement au foot. Donc, à l'issue de cette année-là, même si j'ai beaucoup appris à Moissy, j'ai décidé de partir. Et puis, c'est là que, par Wilfried, hasard, excuse-moi de te couper. ouais, C'est quoi selon toi le beau jeu? bah, repartir de derrière. Après, tout est relatif. On peut pas non plus tout le temps jouer au football, mais c'est vrai que parfois, voilà, au moins faire un minimum de 10 passes avant d'arriver au but, quoi. Au lieu d'en faire deux, D'accord. quoi. Mais après, c'est une vision du foot que j'ai moi et qui m'appartient, quoi. Non, non, que je partage également. Et du coup, après, j'ai décidé de partir. Enfin, décider. C'était un peu le hasard qui a fait que je me suis retrouvé à la CBB. Mes D'accord. parents ont beaucoup fait pour moi parce que c'est vrai que j'habite quand même à 1h30 de route de la CBB. Donc, 4 fois par semaine, aller-retour, c'était 2 années compliquées. J'ai fait une année de 17 nationaux là-bas, qui a été un peu compliquée, mais où j'ai réussi à m'imposer sur la deuxième partie de championnat. J'ai mis 9 buts. Et puis après, directement, c'est Gilles Bibé qui m'a fait passer avec le groupe senior direct sans passer par les U19. Et c'est là où je me suis senti le mieux. Je jouais avec la réserve en R3 et je m'entraînais toute la semaine avec l'équipe nationale 2. Donc je pense que c'est là où j'ai beaucoup appris et où je me suis rendu compte que je pourrais, entre guillemets, faire quelque chose dans ce sport. Et voilà, je me suis dit, vas-y. Et puis j'ai signé à Metz en avril 2019 pour 2 ans. Et du coup, voilà, là, il me reste 6 mois de contrat, donc jusqu'à fin juin. Donc voilà. D'accord.
un peu Et mon je sais parcours. aussi quand même, donc, certes, Gilles Dubé, tout de suite a décelé ton potentiel. Je sais qu'il y a une relation forte entre vous deux. Ouais, bah ça a dépassé le foot en fait parce que je me suis rendu compte que je pouvais réellement compter sur lui aussi en tant qu'homme. Donc voilà, il m'aide beaucoup. Il a su me dire quand ça n'allait, il a su me dire les choses quand ça n'allait pas, mais aussi quand ça allait, parce qu'il sait que j'ai besoin de ça aussi. Et puis même quand ça n'allait pas dans ma vie hyper personnelle, je savais que je pouvais lui en parler. Donc il y a une réelle relation de confiance entre lui et moi, et je lui dois énormément. Je lui dois énormément. D'accord, d'accord. Grégory, tu nous parlais de ton parcours. Pardon, Ouais, pardon, bon. Mickaël, je vais y arriver. Autant pour moi. Bon, un des deux. J'ai du mal à Vas-y, donner vas-y, le ballon Mickaël. là. Vas-y, Mickaël. Je croque le Ok, ballon ça là. marche. J'ai ce matin, aujourd'hui, pardon, Mickaël. Tu Ok, ça nous marche. parlais de ton parcours. Ouais, pas de souci. Bah, alors moi, j'ai commencé le foot à l'âge de 9 ans. J'ai commencé à l'âge de 9 ans, à Issy-les-Moulineaux. Ensuite, je suis parti à l'Entente Saint-Gratien, où j'ai joué en 13 ans DH, on fait champion de 13 ans DH. Ensuite, en 14 ans fédéraux, on fait champion de 14 ans fédéraux. Ensuite, je fais la Coupe nationale avec la sélection d'Île-de-France, on gagne aussi. Et donc de là, je signe au Mans. Donc je signe au Mans, j'arrive au centre de formation du Mans, où ça change un peu de cadre, hein, parce que j'avais jamais quitté la région parisienne. Et je connaissais le football parisien, entre guillemets. Donc je découvre un nouveau contexte, un nouveau cadre. Mais qu'est-ce qui est différent, hein, parce que Mickaël, ça je l'entends souvent entre guillemets la province et la région parisienne. Qu'est-ce qui est différent? Bah, en région parisienne, bah, moi je suis latéral gauche, donc j'ai l'habitude de jouer des joueurs super puissants, super rapides. Et arrivé au Mans, donc c'est la poule ouest en 17 ans nationaux. Donc j'ai plutôt des joueurs de Bretagne, où c'est plutôt des fins techniciens, ça joue plus au ballon, c'est plus en mouvement. C'est plus du tout le même football. C'est vraiment plus le même football, donc il y a un changement. Après, je sortais de Saint-Noix, qui est un très gros club de la région parisienne, certes. On avait une très grosse génération, puisqu'on est tous partis en centre de formation, mais on avait un beau jeu, mais ça peut pas concurrencer un jeu de centre de formation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a dû revoir. L'adaptation n'était pas forcément si facile techniquement, tactiquement. Donc voilà, non, il y a quand même un changement. D'accord. Puis Donc voilà, du coup, après Le Mans, Mickaël? voilà, moi j'ai fait 5 ans. J'ai fait 5 années au Mans. Après, donc le Mans fait faillite. Donc le club fait faillite, il y a le dépôt de bilan. Au dépôt de bilan, bah, j'avais pas mal de propositions pour rester en France, pour reprendre avec des réserves. C'est vrai, j'avais 20 ans, mais j'estimais que je voulais reprendre sur une équipe première simplement. Donc je suis parti au Portugal, après une période quand même de 6 mois sans jouer. J'ai fait une période d'inactivité de 6 mois. Et j'ai signé donc au Portugal à Arouca, qui venait de monter en première division, où Que- j'ai Avant de te signé. laisser terminer, Mickaël, Ouais, comment tu l'as vécu cette période sans activité, sans club? Est-ce que bah, tu t'as commencé à t'inquiéter? franchement, pas vraiment. J'étais pas vraiment inquiet dans le sens où déjà on était plusieurs du club à être sur le carreau entre guillemets parce que le club avait fait faillite au mois de d'août, jusqu'au fin août on se prenait encore avec le Mans, donc vous savez, on a été libéré au moment de la fin du mercato. Donc j'étais pas si inquiet que ça, je savais que j'allais retrouver quelque chose. Et après bon, quand le téléphone sonne, ça va, on n'est pas trop inquiet, donc j'avais des propositions, donc je me disais qu'à un moment donné j'allais trouver quelque chose. Donc j'étais pas si inquiet que ça à ce moment-là, non. D'accord, d'accord. Et donc au Donc, voilà. Portugal? Voilà, donc j'arrive au Portugal où je signe 3 ans à Arouca qui vient de monter en première division. Les premiers mois ça se passe plutôt bien, mais après voilà, le Portugal, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un peu particulier, où il y a des valses d'entraîneurs assez rapidement. Donc l'entraîneur qui m'a fait venir part. Et au moment où il part, le nouvel entraîneur arrive avec 2 joueurs à son poste, enfin 2 joueurs à mon poste dans ses valises. Donc là, ça devient un peu plus compliqué, je joue beaucoup moins. Et là, ça devient plutôt difficile vu que je suis assez jeune. Je viens d'avoir 21 ans, je suis à l'étranger, loin de ma famille. Première expérience à l'étranger, je joue plus. Je m'entraîne juste, je joue plus du tout, puisqu'il faut savoir que, à part les gros clubs portugais qui ont une réserve en deuxième division, en troisième division, les autres clubs de première division n'ont pas d'équipe réserve, c'est les 19 ans. Et étant donné que je ne pouvais plus jouer en 19 ans, donc je ne jouais pas du tout le week-end. Donc ça commence à devenir un peu compliqué. Et j'ai résilié mon contrat de 2 saisons. Et là, je suis du coup une nouvelle période d'inactivité de presque 7 mois.
où là, ça a été plus compliqué, puisque je jouais plus au Portugal, le téléphone sonnait donc du coup beaucoup moins. Euh, je voulais pas revenir en France sur du football amateur à ce moment-là. J'avais eu quelques propositions à l'époque de Colmar. Il y avait le coach Didier Olénicole à Colmar. J'avais eu Luçon, avec le coach Reculot aussi. Mais revenir en national en France, pour moi, c'était pas intéressant à ce moment-là. Donc, je suis resté sans club quelques mois et j'ai signé en première division slovaque derrière. Donc, là, c'était un changement total. Donc, c'était un nouveau football, une nouvelle culture, un nouveau pays. Donc, voilà, je me suis adapté. J'ai fait 2 ans et demi là-bas. Ensuite, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, j'ai signé en Écosse, où j'ai fait 1 an et demi. Et ensuite, j'ai été en Suisse pendant 1 an et de nouveau une période d'inactivité. Après ma saison en Suisse où je me suis fait une rupture partielle du tendon rotulien, donc j'ai pas beaucoup joué sur la deuxième partie de saison. Et après, j'ai fait une période donc d'1 an complet là, pour la première fois d'une activité. Et ensuite, j'ai eu le coach donc DJ Cagnard et j'ai décidé de revenir à Saint-Gratien. Voilà. Et par rapport à ton parcours, Michael, je sais pas à l'époque, mais ta vie de famille, genre, est-ce que tu étais seul, tu étais déjà accompagné? Comment on arrive à gérer tous ces voyages? Bah, au départ, j'étais seul. Donc, j'ai eu des enfants et j'étais au moment où j'étais en Suisse, donc vraiment toute la plus grande partie de mes voyages, j'étais vraiment seul. Et D'accord? bah, franchement, ça me dérangeait pas trop dans le sens où je suis parti très tôt de chez moi, j'avais 14 ans. Donc, j'étais plus chez moi, donc soit en France, soit à l'étranger. Au début, c'est vrai que le premier départ au Portugal a été compliqué, mais après je me suis habitué et voilà, je voulais juste de ma passion et donc ça me dérangeait pas plus que ça, quoi. Bon, bah, tant mieux, une bien belle passion et de beaux clubs, Michael. Maintenant, je vais essayer de pas me tromper. Je vais donner le ballon à Grégory. Peux-tu nous rappeler un peu ton parcours? Bon, moi, on va faire vite parce qu'il est long, hein. Donc, on va essayer de faire vite. D'accord. J'ai commencé à Sarcelles le football, donc à 4 ans et demi, jusqu'à l'âge de, on va 4 ans dire, et demi. On a le droit de jouer à 4 ans et ouais, demi? j'ai commencé super tôt, ouais. J'ai commencé super tôt D'accord. à Sarcelles en débutant et donc je suis resté pas mal d'années à Sarcelles. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer Clairefontaine en sortant de Sarcelles à 11 ans, donc la génération 84. Par la suite, j'ai fait les 15 ans nationaux au FC Saint. Grégory, parce que je sais que tu étais aussi rapide avec un ballon que dans les propos, donc je vais essayer de te bloquer tout de suite. Il y avait qui dans cette génération 84? Il y avait Mourad Megni, il y avait Jacques Fati, il y avait Damien Perkis, il y avait Ludovic Sylvestre, Nabil Berkak, et j'en passe. On avait Julien Paris. Ah, du beau monde, du beau monde. Ouais, il y avait du beau monde, des gens qu'on jouait en Ligue 1, qu'on jouait à l'étranger aussi dans des gros clubs, comme Mourad Megni. Exactement. Et donc, ouais, par la suite, d'ailleurs, j'avais un très très bon coach, j'avais Francisco Filo, pour ceux qui connaissent pas, qui a été l'adjoint comment il s'appelle, à Manchester United, de Ferguson. Donc, D'accord. c'était un Brésilien, c'était un très 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 gros coach. D'ailleurs, les trois coachs de Clairefontaine étaient très très bons. Francis Merel et Monsieur Dussault. Et D'accord. donc voilà, par la suite, j'ai rebondi à Saint-Lô en 15 ans nationaux. Après, j'ai enchaîné au Racing en 17 nationaux et en 18 nationaux, où j'ai fait un parcours en Gambardella. Je suis arrivé en quart de finale de Gambardella avec le Racing, justement. Ok. À la fin de mes 18 nationaux, j'ai intégré la nationale, le Racing. J'ai fait la fin de saison avec le Racing en national plutôt. Et Mhm. je suis parti tout de suite derrière à l'Amiens SC en sortant des 18 ans. Donc c'était ma première année en senior et j'ai fait donc une année à l'Amiens SC. Par la suite, je suis revenu à Sannois. Je suis revenu à D'accord. Sannois-Saint-Gratien où j'ai fait 5 ans d'affilée en national. Après, j'ai eu un petit passage difficile avec une toute petite blessure, mais qui m'a beaucoup gêné. Donc, j'avais carrément presque arrêté le foot et j'avais fait une petite année à Aisanville en PH. Toi qui connais Farid, C'est le quoi cette 95. blessure? C'était une gêne au tendon d'Achille. J'avais une Ah gêne oui, et d'accord. j'arrivais pas à trouver ce que c'était et c'était compliqué. Donc j'ai voulu prendre un peu de plaisir une année. J'étais jeune, mais j'ai voulu prendre un peu de plaisir avec le foot. Dans une équipe de potes qui était à côté de chez moi, à côté de Sarcelles.
à Ezenville en Donc PH. attends, Grégory, ça veut dire quoi? Entre Ezenville et l'entente Sanois-Sagracien, c'est pas le même plaisir? Si, si, c'est le même plaisir, mais il y a des objectifs. Les objectifs, ils sont pas les mêmes, on va dire. En Oui, oui, je suis national, d'accord. il y avait des gros objectifs et en PH, voilà, il y a des objectifs, mais c'est pas les mêmes. C'est Oui, pas oui, la je même suis d'accord. pression, on va dire. Oui, Et oui. par la suite, j'ai repris un peu du poil de la bête et je suis reparti directement en national. Donc j'ai fait national, PH national. J'ai été à D'accord. l'UGA Alfortville où j'ai fait une année en national. Je suis revenu après à Sannois en CFA. Sannois qui était descendu, donc j'ai fait une sixième année à Sannois en CFA. Ensuite, je suis parti à l'étranger. J'ai voulu tenter Bah, ma chance Sanois, en en fait, Malaisie. avait gardé ton casier, en fait. Oui, à Sannois, c'est la maison. Michael, il peut demander C'est là-bas. ça. Ouais, Sannois, c'est chez moi là-bas. Non, ouais, c'est un bon club, c'est un bon club, c'est un club familial, c'est un très bon club, Sannois. Par la suite, je suis parti tenter ma chance à l'étranger, en Malaisie, Mhm. où je suis parti sur un coup de tête comme ça. Un agent m'a appelé, Patrick Esteves d'ailleurs, je souligne son nom parce qu'il a été important aussi pour moi dans ma carrière et il m'a emmené là-bas. Après, c'était compliqué parce qu'on est resté longtemps en Malaisie avec plusieurs joueurs. On est Mhm. resté, je crois, 3 mois et demi ou un truc comme ça. Et à la fin, ils ont mis une règle pour les étrangers. Elle est passée de 5 à 2 étrangers. Donc on a eu des belles surprises là-bas sur place, mais c'était une bonne expérience quand même. D'accord. Par la suite, je suis revenu en France en CFA à Drancy. Après, j'ai enchaîné Saint-Ouen en CFA 2, Senlis en National 3, 2 ans. Je suis revenu à Saint-Leu l'année dernière pour le début de saison jusqu'en janvier. Et je suis là depuis un an, on va dire. Je suis à Saint-Brice, au FC Saint-Brice. D'accord. Et pourquoi alors, pourquoi n'être pas resté à Saint-Leu? Comment? Pourquoi n'être pas resté à Saint-Leu? Parce que j'avais pas beaucoup de temps de jeu. J'ai bien commencé, j'ai joué titulaire les premiers matchs et après ça a été compliqué parce que moi j'étais buteur délai. Donc c'est toujours un peu compliqué quand on est buteur délai. Et donc à la fin, à la demi-saison, j'ai voulu avoir plus de temps de jeu et je suis parti à Saint-Brice pour jouer un peu plus. Donc voilà, après il y a eu le Ah, Covid qui nous a tous arrêtés, mais très bien. D'accord. Bah, voilà. pour apporter ton expérience et je présume que Asdine et Jérémy sont contents de t'avoir dans leur effectif. Ouais. Messieurs, on va passer dans la troisième rubrique qui est les ambitions 2021. Je redonne la parole à Albert. Comment tu vois cette 2021, Albert? Euh, Là, on ne se fait plus les ambitions, hein. Là, on va marcher au jour le jour. Il faut déjà que la situation sanitaire s'arrange et puis voilà. Parce que nous sommes dans le monde amateur, parce que nous sommes dans le monde amateur, c'est un peu plus compliqué. On voit que les pros, ils ont repris, c'est un travail comme tous les autres. Donc, chez les amateurs, on peut pas se faire, comment on dit, on peut pas se faire donner des ambitions pour 2021. Donc, on va faire avec la situation sanitaire et puis on va faire au jour le jour. D'accord, d'accord. Wilfried, toi alors, comment tu vois cette année 2021? Bah, moi, c'est un peu pareil qu'Albert, sur un plan collectif en tout cas, parce que on attend la reprise du championnat, comme je t'ai dit tout à l'heure. On ne sait même pas si elle va se faire. On est un peu dans le flou. Ça parle de reconfinement, ça parle de tout ça. Donc, c'est vrai que on ne sait pas. Nous, on a eu la chance de continuer de s'entraîner. Donc, c'est vrai que bon, nous, si le championnat reprend dans 2 semaines, on sera prêt. Mais sur un plan collectif, c'est vrai que niveau objectif, voilà, l'objectif, c'est d'abord de reprendre le championnat et puis après, on verra. Après, sur un plan individuel, c'est vrai que bah, j'espère prolonger au FC Metz en fin d'année. Voilà, je travaille pour. Je peux pas me prononcer encore pour le moment. On n'a pas eu de discussion avec le club, mais c'est ma volonté. Après, si jamais ça se passe pas de cette manière-là, voilà, partir sur un autre club. Je sais même pas si j'y pense encore, mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, la volonté, c'est réellement de rester au FC Metz parce que
je leur dois quelque chose. Donc voilà, pour l'instant, je ne me prends pas la tête, on bosse. Et puis, on verra ce qui se passera en fin d'année. Voilà. Très bien, très bien. On te le souhaite, Wilfried. Michael, Merci. Bah, je vais rejoindre un peu ce que Wilfried a dit, Albert. Sur un plan collectif, ça va être compliqué de se projeter. Hein, ça va être compliqué de se projeter parce qu'on n'est même pas sûr de reprendre. On ne sait pas si le championnat va reprendre ou pas. Donc, c'est un peu dur de faire des plans sur la comète. Maintenant, à titre individuel, bah, ça va être si on arrive à jouer, bah, bien finir cette saison et atteindre les objectifs qui étaient fixés, ça savoir rebondir et essayer d'aller voir ailleurs derrière. Donc voilà, mais bon, on ne fait aucun plan sur la comète. On va voir ce que la situation sanitaire nous réserve et après on verra. d'accord. Et Grégory? Bah, je pense qu'on est dans la même pensée tous les quatre. Ça va dépendre de plein de choses. On est dépendant de tout ce qui se passe à côté, on va dire, pour le monde amateur. Après, sur le plan du club, le club est encore ambitieux. Déjà, sortir de là en championnat et en Coupe de France, essayer d'aller le plus loin possible. Après, comme on dit, on verra Jour le ce qui se jour. passera demain. Ouais. Exactement. Bon, messieurs, Farid, on nous reste un petit quart d'heure. J'aimerais quand même faire un petit tour d'Europe avec vous, si vous êtes d'accord. Et on Farid, va, est-ce que je pourrais revenir sur quelque chose, s'il te plaît? Excuse-moi de te couper. bien sûr. J'aimerais revenir parce que moi, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important d'en parler. Ça fait partie de mon parcours aussi. Euh, c'est Gilles Bibé qui a mis en place à la CBB, enfin, qui avait mis en place, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était un pôle U23, si on pouvait appeler ça comme ça. On était en réserve, on n'avait que des jeunes de moins de 23 ans. Mhm. Donc, c'était un peu pour former et pour pouvoir nous montrer un peu plus. Et on a fait champion de. Non, pas champion, on a fait deuxième de R3, donc on est monté en R2. Et on a fait une grosse saison pour une équipe qui avait, je pense que sur les derniers matchs, et notamment le match de la montée contre Saint-Ouen, où je marque à la 94e minute le but qui nous fait monter, on avait une moyenne d'âge de 18 ans. Donc, D'accord. je pense que c'était plutôt une équipe U19 qu'une équipe senior. Et c'est important aussi de souligner le travail que Gilles a fait et qui nous a permis de nous montrer. Je ne suis pas le seul, on est 3 ou 4 joueurs à s'être montrés dans ce projet-là. Et voilà, je pense que c'est important de souligner ça dans mon parcours. Voilà. Tu fais bien, tu fais bien. Moi, je connais hein, Gilles depuis également de longues années et je sais pertinemment le travail qu'il fait de qualité. Et tu as bien fait de souligner à cette occasion. Merci. Messieurs, petit tour d'Europe. On va commencer par la Ligue 1. Cette année, le championnat n'est pas archi dominé par le Paris Saint-Germain. Et qui plus est, comme vous le savez, Thomas Tuchel a été licencié, remplacé par Mauricio Pochettino. Je vais vous faire un petit tour de table très, très rapide pour la Ligue 1. Messieurs, est-ce que, selon vous, le Paris Saint-Germain peut conserver son titre ou finalement une surprise peut venir du côté de l'Olympique lyonnais ou du LOSC? Albert, qu'en penses-tu? Le Paris Saint-Germain va conserver son titre parce que, voilà, je pense que déjà Neymar il est blessé, dès qu'il va revenir, je pense qu'il aura déjà récupéré de la saison dernière et voilà, et ils vont accélérer. Donc, et en plus, il y a un changement d'entraîneur. Donc, ce qui va un peu booster tout le collectif. Donc, tout va repartir à zéro. Et je pense qu'ils vont mettre le pied sur l'accélérateur. Et je pense que ça va être comme les saisons précédentes. Je pense qu'il n'y a pas de concurrent pour D'accord. le Paris Saint-Germain. Michael, tu partages? Ouais, tout à fait, hein, je suis vraiment d'accord avec Albert. Je pense que même si le Paris Saint-Germain a une première partie de saison légèrement poussive, vu les objectifs, que ce soit avec les champions ou en championnat, ils ne sont pas décrochés loin de là. Et maintenant, je pense qu'ils vont accélérer. De toute façon, un championnat, ça se joue entre mars et mai. Donc, de toute façon, je pense qu'ils vont ils vont passer la seconde, ils vont accélérer. Avec l'effectif qu'ils ont sur la longueur, le LOSC, déjà qui va se perdre pas mal de gens pendant ce mercato, vu la situation financière, et Lyon qui n'a pas un effectif si étoffé que ça, ils ne pourront pas tenir sur la longueur, sans parler de Marseille. Donc non, le PSG sera champion comme les années précédentes, sur ça, j'ai pas de souci.
D'accord. Grégory? Alors, Grégory, il a coupé son micro. Oui, oui, je suis là. Non, j'ai coupé parce qu'il y avait un peu de bruit chez moi. D'accord. Moi, je vais me faire des ennemis parce que Albert et Mickaël, là, je suis obligé d'aller dans le sens contraire pour apporter un peu de piment à tout ça. Non, non, moi, je vois le PSG, c'est vrai ils ont une force de frappe qui est exceptionnelle, il n'y a rien à dire. Mais après, sur le début de saison, moi, je regarde beaucoup la Ligue 1 et c'est vrai que Lyon et Lille, ils ont mis la manière aussi dans le jeu. Après, je pense qu'ils ont un peu moins de pression, ce qui est favorable à eux. Mais Mhm. Lyon et Lille, c'est vrai ils font plaisir à voir jouer, quoi. Après, PSG, c'est autre chose. Il y a plein il y a plein d'autres choses au niveau du PSG. Après, comment ils ont viré Tuchel, tout ça, c'est encore hors football, on va dire. Mais, C'est vrai que le mais timing était inattendu. ouais, après. C'est Bah, le du seul coup, club où on vit l'entraîneur quand il est deuxième. grave. Non, Pour non, C'est moi, mais vrai, c'est après, c'est quelque vrai. chose. Le dans seul les club au coulisses, monde. ouais. Non, mais après, voilà. Après, je pense que Lyon et Lille, ils vont les gêner jusqu'à la fin. Après, je pense que Paris sera champion. Mais je pense que Lyon et Lille, ils peuvent les gêner. Ouais, ils peuvent les gêner cette année. Après, Marseille, c'est un peu plus compliqué parce que, on va dire, l'effectif, il est pas au rendez-vous, on va dire. Mais c'est vrai que moi, j'ai regardé des matchs de Lyon et de Lille. Et c'est vrai que ça fait Après, plaisir à voir Grégory, jouer. Grégory, pour revenir sur ce que tu dis, ça me fait penser aussi un peu au Marseille de Bielsa. Sur la première partie de saison, c'est super beau. Mais comme tu dis, à partir de mars-avril, je pense que ça va gentiment s'essouffler. Ouais, Avec l'effectif qu'ils ont, ça va gentiment s'essouffler. Ils vont terminer troisième, quatrième comme d'habitude. ouais. Et Wilfried, qu'est-ce qu'il en pense? Bon, il va peut-être nous dire que le FC Metz va être le trouble fête de la saison 2020-2021. Ah, je sais pas si on sera le trouble fait, mais en tout cas, je pense qu'on fait une bonne saison pour l'instant. On est quand même dixième. Donc, enfin, moi, je pensais pas perso qu'on allait se retrouver là à la mi-saison. Mais après, pour revenir sur le PSG, moi, je suis un peu perplexe sur le changement d'entraîneur. Parce que voilà, c'est quand même le PSG qui est bon, ok, troisième, mais bon, à un point du premier, c'est comme s'ils étaient premiers, quoi. Mais je pense que on va avoir un beau match entre ces trois équipes. Peut-être le Stade Rennais qui va venir dans la course, mais le PSG va être champion. Enfin, on voit pas comment ça pourrait se passer autrement, quoi. D'accord, très bien. Messieurs, on va passer outre-Manche, on va aller du côté de la Première Ligue. Liverpool est de nouveau premier, mais il y a quand même Leicester très loin. Est-ce que selon vous, Leicester peut rééditer ce qui s'est passé en 2015-2016 ou Liverpool va rééditer sa saison remarquable de l'année dernière? Bah, moi, si je peux dire quelque chose, je pense que Leicester ne rééditera pas parce que déjà, on les connaît maintenant. On sait qui c'est. Je pense qu'ils se sont imposés dans les grosses équipes de championnat, enfin, du moins les bonnes équipes. Donc, ça serait pas un exploit de les voir remporter ce championnat pour ma part. Parce que c'est vrai D'accord. lors de leur titre de champion, moi, je les connaissais pas. Donc c'est vrai que ça a été Mmh. surprenant de les voir là. Maintenant, beaucoup plus de personnes les connaissent. Donc c'est vrai que c'est un peu moins surprenant de les voir à cette place-là. Donc c'est pour ça que je ne parlerai pas d'exploit s'ils finissent champions. Ouais, D'accord. pour rebondir sur ce que tu dis, Wilfried, je suis assez d'accord. Après, je vois pas Leicester terminer champion, dans le sens où moi, Liverpool m'a beaucoup impressionné sur le début de saison. Et ils ont eu pas mal de blessés. Ils ont eu pas mal de blessés et malgré ça, ça continue à tourner. Sauf que Leicester, si Vardy se blesse demain, je pense que c'est la fin des haricots. Ouais. Donc Mmh. voilà pourquoi je ne vois pas Leicester aller au bout. Par contre, Liverpool, c'est une très très grosse machine. Il manque Salah, il manque Mané, il manque Firmino, ils sortent Jota, ils sortent. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui va marquer. Ouais, La machine, c'est elle est vrai. super bien huilée. C'est un rouleau compresseur. Donc je vois Liverpool terminer champion C'est vrai. encore cette année. Et voilà. Grégory, Albert? Moi, je suis du même avis que Michael parce que j'ai vu Liverpool, même avec autant de blessés, ils arrivent à rester dans le top 3 du championnat. Je pense que déjà, le championnat de Première Ligue, c'est un des plus durs, on va dire.
Et c'est vrai que Leicester, ils font un beau parcours, mais il y a encore des bonnes équipes derrière. Tottenham, Manchester United qui n'a pas lâché, même s'ils sont juste un peu derrière. Je pense que c'est des grosses équipes, ça. Donc, je pense que Liverpool sera Et champion, City mais 8e. ouais, il y a City aussi. Ouais. Ouais, City aussi. Ouais. Mais bon, après, Albert? il y a tellement Je pense, d'équipes. pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de concurrent pour Liverpool, hein, parce que ils ont une équipe bien rodée. Il y a beaucoup de blessés. Et même avec les blessés, ils réussissent à maintenir le cap. Donc, je pense qu'avec le retour des blessures, ça sera encore deux fois plus. Donc, que Leicester, City, Man United, ça, je pense pas que ça va suivre. Donc, ils D'accord. vont finir, pour moi, ils vont finir champions. Bon, ben, on va suivre ça attentivement. Je vais te laisser de nouveau la parole, Albert, sur la Liga. Actuellement, c'est l'Atlético qui est leader devant le Real, avec un Barcelone qui est cinquième. Que on peut s'inquiéter du niveau barcelonais ou tu vois Barcelone revenir un peu dans la course? Pour ce qui concerne la Liga, il n'y a que trois clubs, hein. Ils vont se classer entre Real Madrid, Barcelone et puis Atlético. Et là, Hmm. je pense que je viens de faire le classement de la fin de saison. Real de Madrid, Barcelone et bon, il n'y a que ces deux clubs-là qui peuvent discuter la première place. L'Atlético, ils ne peuvent pas, voilà, ils ne peuvent pas concurrencer les deux gros de la Liga. Je sais que j'ai confiance, Barcelone va revenir parmi les deux, trois premiers, je pense. D'accord. Messieurs, vous partagez aussi l'avis d'Albert? Bah, moi, pour ma part, j'essaie de le partager parce que je suis Blaugrana. J'espère qu'on va faire une deuxième partie de saison plus intéressante parce que c'est vraiment très, très poussif. En termes de projet, en termes de jeu, en termes de qualité, je ne reconnais pas le Barça. Maintenant, en tant que supporter, j'espère qu'on va au moins terminer au moins deuxième, pourquoi pas premier. Mais bon, ça va être assez compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que le Real et le Barça ont une grosse domination sur le championnat. Et bon, maintenant, l'Atleti, cette année, ils sont vraiment pas mal. Donc, je les enterrerai pas tout de suite. En plus, ils ont récupéré Luis Suarez. Donc, on ne sait jamais. Franchement, on ne sait jamais. D'accord. Wilfried? Moi, je t'avoue que la Liga, c'est pas le championnat que je suis le plus. Après, si on connaît les trois grosses équipes, c'est vrai qu'Albert il a raison, mais après, bon, je pense qu'il faut quand même pas tuer tout de suite les équipes comme Séville, comme Villarreal ou des clubs comme ça. On verra. Je pense que le championnat espagnol, il peut nous réserver peut-être quelques surprises là pour cette saison. Enfin, j'espère en tout cas pour le spectacle du moins. D'accord. Et Grégory? Ouais, bah moi, je pense que là cette année, j'ai vu que l'Atlético, ils étaient devant, qu'ils avaient des matchs en moins et qu'ils étaient quand même devant. Je crois qu'ils ont 2 matchs en moins par rapport au Real, un truc comme ça. Et ouais, l'Atlético, bah écoute, c'est une équipe, on va dire au Cojones, on va dire. C'est une équipe qui est à l'image de leur coach. Et ils ont la grinta, c'est des équipes qui jouent avec le cœur, on va dire. Mais Barça et Real, ils seront toujours dans les trois premiers. Ça, il y a aucune, on discute pas sur ça. Après, j'ai vu que la Real Sociedad a fait aussi un bon début de championnat. Et Hmm. ils étaient devant là encore il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, et Séville qui joue toujours sur les deux tableaux avec l'Europa League. Donc voilà. D'accord. Bon, messieurs, on va finir par un dernier championnat. Partons du principe que la Bundesliga sera certainement encore pour le Bayern, comme depuis de longues années. On va finir par le Calcio. L'AC Milan est leader actuellement devant l'Inter, la Roma. La Juve suit un peu plus loin. Est-ce que selon vous, l'équipe de Zlatan peut aller au bout? Je vais vous demander d'être assez bref parce qu'on arrive déjà sur la fin. Mais est-ce que selon vous, Zlatan peut remettre Milan au milieu de l'Europe? Non, pour moi, non. Pour moi, je Pour moi, non, c'est une équipe voilà, qui a beaucoup d'incertitudes. Donc, ils sont peut-être deuxième aujourd'hui, troisième, mais
J'ai vu certains matchs où la défense, je pense que la hiérarchie va être respectée. La Juve va reprendre ses choses en main et puis les autres, ils vont se battre pour pour la deuxième, troisième place. D'accord. Ouais, je vais reprendre un peu ce qu'Albert disait. Moi, je suis assez d'accord. D'abord, j'aurais juste qu'on arrête de dire le Milan de Zlatan. Pour cette saison, en tout cas, on va dire le Milan de Théo Hernandez. Parce qu'il fait une saison exceptionnelle. Je suis latéral gauche, donc Chatouini fait une saison exceptionnelle. En termes de statistiques, c'est vraiment très très fort ce qu'il est en train de faire. Donc voilà. Mais après, ouais, je pense que le Milan va. Je pense qu'ils vont faire leur retour en Ligue des Champions. Ils vont terminer sur le podium, ils vont faire leur retour en Ligue des Champions. Mais là, Ligue des Champions, je pense que ça va être assez compliqué. Donc voilà pour ça. Bon, Grégory. Bah, moi, je vois l'Inter qui est bien placé encore aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que la Juve reste quand même un grand favori, comme le Bayern, comme le PSG, comme le Real dans les autres championnats, quoi. Comme Liverpool aussi Mhm. en Angleterre. Mais c'est vrai qu'on va dire que les championnats ils sont un peu plus ouverts cette année avec toutes les blessures, avec qui sont liées à mon avis à la préparation Ouais, le Covid. bouleversée par le Covid. Ouais. Donc ouais, on va dire que les championnats ils restent ouverts jusqu'à une certaine période, on va dire, et après les Ah, gros vont passer devant. Ouais. d'accord. Et le mot de la fin pour Wilfried alors? Moi, la Juventus, elle m'inquiète un peu, même au niveau du jeu. Donc, je les vois quand même à 10 points du premier, même s'ils ont un match en moins. Donc, pour moi, ça va quand même être compliqué de revenir. Après, je dis pas qu'ils vont pas revenir, mais ça me paraît quand même compliqué. Je pense que ça va jouer entre Milan, l'Inter et peut-être la Roma. Mais la Juve, je sais pas, je les vois pas après. Bon, on sait jamais. Hein. Bon, je ne sais pas si Ronaldo aura l'occasion de nous écouter, mais en tout cas, ça ne va pas lui faire plaisir. Messieurs, le temps est passé super vite et c'est déjà la fin. Je suis vraiment ravi d'avoir réalisé cette dernière en votre compagnie. Et Ah, puis, cher Farid. merci d'avoir accepté cette participation. Chers auditeurs, auditrices, merci de m'avoir écouté toute cette année 2020 sur RGB 99.2 FM. Merci à Damien pour la technique. Merci José pour votre confiance. Je vous souhaite à tous, à tous vous quatre, pardon, et aux auditeurs auditrices, une belle et heureuse année 2021. Et je vous donne rendez-vous le deuxième lundi de janvier pour une nouvelle émission. Messieurs, comme également à nos auditeurs et auditrices, prenez soin de vous et profitez bien de cette soirée du 31 décembre. Merci beaucoup en Merci tout cas. Beaucoup. Merci. Merci Farid, bonne année. et Bonne année bonne à tous fête, les gars. messieurs. Bonne année à À vous. plus. Ciao. Ciao. Bonne année. Merci Ciao, ciao. beaucoup messieurs, à bientôt. Au revoir. Ciao, À bientôt. Merci. Au revoir. à bientôt.